Alors, dans ce module, j'aimerais vous parler de méthodes de détermination des ordres partiels de réactions chimiques. Essentiellement, on distingue deux grandes classes de méthodes de détermination d'ordre de réaction. Et la première, c'est la méthode de la vitesse initiale. Donc, le principe est exposé dans cette diapositive. Supposons que vous avez une réaction comme ça, avec des réactifs 1, B, coefficient stéchiométrique nu 1, nu B, donnant des produits C et D avec des coefficients stéchiométriques indiqués ici, et que cette réaction a une loi de vitesse, suit une loi de vitesse simple, du moins pour des temps proches du temps initial, comme ceci, avec ordre mu1 par rapport à 1, ordre mu B par rapport à B, et ce sont ces ordres que l'on veut déterminer. Alors, au temps t égale à 0, cette loi de vitesse deviendrait ceci. Où là, vous avez la vitesse, appelée vitesse initiale, c'est la pente de la variation des concentrations prise au temps t égale à 0. On peut déterminer ça. Et de l'autre côté, vous avez, par la loi de vitesse, que cette vitesse, 0, est égale à K fois concentration initiale à indice 0, ici, à la puissance mu 1, fois la concentration initiale de B à la puissance mu B. Et ces concentrations initiales de A et de B sont des quantités qu'on peut contrôler absolument, n'est-ce pas? Les points de suspension indiquent qu'il peut y avoir d'autres termes, par exemple concentration de C initiale à élever à une certaine puissance, etc. Voilà. Alors, l'idée maintenant est que si on maintient toutes les concentrations initiales de B, de C, etc. constantes, et on ne fait que varier dans une série d'expériences la concentration initiale de A et mesurer pour chacune de ces expériences la vitesse initiale correspondante, on serait, en principe, en mesure de déterminer l'ordre mu1 ici, puisqu'on a une relation bien simple entre la vitesse initiale de réaction et la concentration initiale de 1. Et cette relation est encore plus simple, plus claire si on passe à la forme logarithme. Donc, ln de la vitesse initiale de réaction et ln est égal à ln de ça. Mais dans tout ça, il n'y a que la concentration initiale de A qui varie. Donc par conséquent, laissez-moi écrire tous les termes dans ce logarithme qui seront constantes sous fond mauve ici. Il y a ln de K, il y a mu B, ln de la concentration initiale de B, etc. Il n'y a que le terme mu A, ln de la concentration initiale de A, qui va varier avec la concentration initiale de A. Alors, ceci montre que le log de la vitesse initiale varie de façon linéaire avec ln de la concentration de A comme variable indépendante. Par conséquent, si l'on porte graphiquement le log de la vitesse initiale versus le log de la concentration initiale de 1, on a obtenu une droite dont la pente nous permet de déterminer précisément mu1, qui est l'ordre de réaction par rapport à 1. Ensuite, on peut répéter l'expérience en fixant cette fois-ci la concentration de 1 et autres,
et faisant varier juste la concentration initiale de B. Ceci pour déterminer l'ordre de la réaction par rapport à B. Voilà, c'est ça donc le principe de la méthode. Voici un premier exemple. C'est la réaction de recombinaison des radicaux, bien atomes d'iode ici pour former du I2 dans une atmosphère de gaz inerte de l'argon. Et il se trouve que la vitesse de réaction dépend de non seulement de la concentration du réactif I, mais aussi de la concentration de argon ici. Alors, ce tableau reproduit du livre Elements of Physicochemistry, édition 5, là, au chapitre 10, donne la valeur de la vitesse initiale en mol par litre, seconde moins 1, ici, en fonction de la concentration initiale de I, en 10-5 mol par litre, décimètre cube, qui varie de long de cette horizontale ici. Donc pour chaque colonne correspond à une valeur de la concentration initiale de I, et en fonction de la concentration initiale d'argon, dont les valeurs sont données ici, correspondant à chaque rangée ici. Alors, donc toutes ces données, en principe, devraient nous permettre, par le principe de la méthode de la vitesse initiale, de déterminer les ordres de cette réaction par rapport à I et par rapport à argon. Alors voyons comment ça fonctionne là. Alors, le graphique que voici, tiré toujours du livre, montre pour que les trois concentrations initiales d'argon, la plus faible c'est 1,10-3 mol par litre, ensuite 5,10-3 mol par litre et finalement 1,10-2 mol par litre. Comment le log de la vitesse initiale ici, ça, varie avec le log de la concentration de I. Donc ici c'est la concentration de I qui varie pour chaque série représentée par chaque droite ici, et correspondant à une valeur fixée de la concentration initiale d'argon. Alors vous voyez bien que cette variation est linéaire, ce n'est pas surprenant, on le sait, d'après ce qu'on venait de dire, que le log de la vitesse initiale varie linéairement en fonction de log de la concentration initiale de I. Et précisément, c'est ça qu'on veut exploiter pour tirer l'ordre partiel par rapport à I en mesurant, en déterminant la pente de ces droites-là. Alors si on le fait attentivement, on obtiendrait mu1 égale à 2. Donc la réaction est du second ordre par rapport à I. Selon cette relation, l'intercept à l'origine de ces droites-là, si on extrapole ces droites-là jusqu'à 0 log de I tendant vers 0, que l'on n'a pas parmi les résultats là, parmi les données, on n'a pas cette valeur-là. Mais on peut faire une extrapolation de ces droites jusqu'à 0. Alors voilà, c'est fait ici, ça c'est 0, ça c'est l'axe des abscisses, et les trois droites que voici intersectent l'axe, cet axe-là, d'accord, à ces différentes valeurs-là. Alors ces intercepts à l'origine, c'est précisément ce terme-là, log de K, la constante de vitesse de la réaction,
fois la concentration initiale d'argon élevée à la puissance mu2 qui est l'ordre de la réaction par rapport à argon. Alors on a déjà déterminé avec ceci l'ordre partiel par rapport à I et on a trouvé que c'est 2. À la prochaine figure, on a porté ces intercepts à l'origine que je vous ai montré ici en fonction de l'ordre de la concentration initiale d'argon. On n'a que 3 valeurs. Ces 3 points-là sont les 3 points correspondant à ces 3 valeurs ici, là. Alors, en portant ces valeurs-là en fonction du log de la concentration d'argon, on a, d'après le développement de cet intercept à l'origine du graphique de tout à l'heure, log de K fois concentration initiale d'argon à la puissance mu2, c'était égal à log de K plus mu2 fois log de la concentration initiale d'argon, n'est-ce pas? Ce qui montre que cette quantité intercepte à l'origine, qu'on porte graphiquement en fonction de ça, varie en fonction de log de la concentration initiale d'argon, linéairement avec comme pente mu2. Effectivement, on a une droite, même si on n'a que 3 points, on a une droite décrivant cette variation, et c'est suffisant pour déterminer l'ordre de la réaction par rapport à argon, et on a trouvé mu2 égale à 1. Donc c'est ça, le principe de la méthode, de la vitesse initiale. Cette méthode devient bien plus simple encore, hein. C'est-à-dire que ça ne nous demanderait même pas de faire cet exercice de passer au log et puis porter les logarithmes des différentes quantités de vitesse initiale en fonction du logarithme de la concentration initiale d'un réactif, par exemple, comme on avait fait tout à l'heure. Si on décide de faire varier les concentrations initiales de A ou de B dans des proportions relativement simples. Par exemple, en doublant la concentration initiale de A, si la vitesse de réaction suit cette loi de vitesse-là, et avec la concentration de B fixée, en doublant la concentration initiale de A, la vitesse de réaction doit être multiplié par un facteur de 2 à la puissance mu 1. Et juste en regardant comment donc cette vitesse de réaction varie, n'est-ce pas, on peut déterminer l'ordre de la réaction par rapport à A. Pareillement, on peut faire ça pour l'ordre de la réaction par rapport à B aussi, en faisant varier la concentration initiale de B dans des proportions relativement simples et maintenant la concentration initiale de A constante. Alors si on reprend les résultats des expériences sur cette réaction montrée dans le Elements of Physical Chemistry d'Atkins, voilà. On peut appliquer ce principe simplifié de la façon suivante. Par exemple, pour le passage de cette concentration, cette colonne qui correspond à cette concentration initiale de I, à cette colonne qui correspond à une concentration initiale de I, qui est le double de ça, eh bien, on peut déterminer l'ordre de la réaction par rapport à I en regardant comment la vitesse de réaction passe d'une colonne à l'autre. Et rien qu'en regardant la première entrée ici, on voit que c'est la vitesse de réaction initiale est multipliée par 4.
c'est multiplié par 4 qui est 2 au carré. Donc, l'ordre de la réaction par rapport à I est égal à 2. De même, quand on regarde, si on regarde cette fois-ci, en maintenant, par exemple, la concentration initiale de I fixée, donc ça correspond à regarder juste les valeurs à une colonne seulement, soit cette colonne, ou bien cette colonne, ou bien cette colonne, etc. Donc prenons cette colonne par exemple, d'une rangée à l'autre, de la première rangée à la deuxième rangée, la concentration initiale d'argon a été multipliée par 5. C'est une proportion simple, ça. Et que note-t-on? Eh bien, on note que la vitesse de réaction suit ça, c'est-à-dire c'est multiplié par 5 aussi. De même, quand l'on passe de la deuxième rangée à la troisième rangée, la concentration initiale d'argon est multipliée par 2. Et la vitesse de réaction, elle aussi, est multipliée par 2. Donc, l'ordre de la réaction par rapport à AR est égal à 1, tandis que l'ordre de la réaction par rapport à I est de 2. La réaction du second ordre par rapport à I, premier ordre par rapport à argon. Ce n'est pas surprenant que c'est le second ordre par rapport à I. C'est une recombinaison de radicaux, là. Donc c'est une réaction élémentaire. On s'y attendait bien que c'est d'ordre 2, parce que c'est bimoléculaire, parce que c'est élémentaire précisément, pour reprendre un peu ce que vous venez d'apprendre dans le module précédent. Deuxième exemple, réaction en phase gazeuse entre deux molécules de NO2 et F2 pour former deux NO2F. Alors on dispose de ces données, 3 expériences, donnant donc une variété pas très grande de conditions de concentration initiale, mais c'est suffisant pour déterminer les ordres partiels. Car voyez-vous, si vous regardez cette colonne-là, aux deux premières rangées, la concentration de F2 n'a pas varié, et ce n'est que de l'expérience numéro 1 à l'expérience 3 que la concentration de F2 a varié par un facteur de 2, c'est multiplié par 2. Et de l'expérience 1 à l'expérience 3, la concentration de NO2 est fixée, voyez-vous, à 1,15 mol par litre. Là, ça n'a pas varié, tandis que cette concentration a doublé et la vitesse de réaction passe de 6,12 10 à la moins 4 à 12,2 10 à la moins 4, c'est-à-dire 1,22 10 moins 3 ici, qui est le double de cette vitesse de réaction. Donc tout de suite, on peut conclure que la réaction est d'ordre 1 par rapport à F. Maintenant, pour déterminer l'ordre de réaction par rapport à NO2, il faut considérer ces deux rangées, ces deux expériences 1 et 2, parce que dans ces deux expériences-là, la concentration de F2 est maintenue à 1,15 mol par litre et la concentration de NO2 a varié par un facteur de 3,5. 1,72, c'est 3,5. 1,5 fois 1,15 ici. Et que trouve-t-on? On trouve que la vitesse de réaction, c'est quand on compare ces deux vitesses-là, quand donc la concentration de NO2 est multipliée par 3,5, la vitesse de réaction est multipliée par un facteur qui est 3,5 au carré. Vous pouvez vérifier que 13,6, c'est bien 3,5 au carré fois 6,12. Voilà. Donc, ça montre que la réaction est d'ordre 2 par rapport à NO2. Alors, il y a un autre exemple
dans le diaporama. C'est cet exemple-là de réaction en phase aqueuse. Je vous laisse regarder ça par vous-même et vérifier que d'après les données de ce tableau-là, encore une fois, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est suffisant pour déterminer les ordres de réaction par rapport à SDO8 de moins et I moins, et vous devez trouver que la réaction est du premier ordre par rapport à chacun de ces deux réactifs-là. Voilà. Je crois que ça suffit pour la méthode de la vitesse initiale. La deuxième méthode de détermination d'ordre partiel est appelée méthode d'isolation ou bien de dilution d'Ostwald. Encore une fois, considérons la même réaction que tout à l'heure, avec réactif A et B et coefficient stéchiométrique du A du B, donnant C et D avec coefficient stéchiométrique du C du D, et encore une fois, supposons que la vitesse de réaction suit cette loi de vitesse simple, avec ordre de réaction mu A et mu B. Alors cette fois-ci, on ne regarde pas la vitesse de réaction ou bien le comportement du système réactionnel du point de vue cinétique, vitesse donc au temps initial. Non, on va regarder le comportement du système à tout temps, donc à des temps quelconques là. D'accord? Et pour isoler le comportement de la réaction par rapport à un seul réactif, par exemple le réactif A, ce qu'on peut faire, c'est conduire une série d'expériences avec des concentrations des espèces autres que A, B, C, etc., largement en excès initialement, ce qui assurerait que, à tout temps, cette concentration de B va être non seulement bien plus grande que la concentration de A, mais c'est pratiquement constante et égale à la concentration initiale de B. Voilà. Pourquoi? Parce que dans ces conditions-là, c'est la concentration initiale de A qui va limiter le degré d'avancement. Le degré d'avancement ne peut pas dépasser cette valeur-là. N'est-ce pas? Car au terme de la réaction, avec cette concentration initiale de A, on n'aurait plus de A, c'est-à-dire que le degré d'avancement correspondrait à la disparition complète de cette quantité-là. Avec un tel degré d'avancement qui est bien plus faible que la concentration initiale de B, la concentration de B à tout temps, là, la concentration instantanée donc de B, à tout temps, qui est égale à la concentration initiale de B moins le degré d'avancement fois le coefficient stéchiométrique de B, n'est-ce pas? Cette concentration instantanée de B va être à tout temps très proche de la concentration initiale de B, car le terme degré d'avancement qui vient après est bien négligeable vis-à-vis de ça. Par conséquent, dans la loi de vitesse attendue ici, on peut mettre la concentration instantanée de B, qui est normalement est une fonction du temps, mais on peut la considérer comme constante. Sa variation dans le temps est tellement faible qu'à tout temps, ça va maintenir une valeur pratiquement égale à sa valeur initiale. Et ce, d'autant plus que l'excès est grand. Voilà. Donc, avec un très grand excès de B, etc., toutes les concentrations, tous les autres termes vont devenir constantes et peuvent être regroupés avec la constante de vitesse pour donner une constante de vitesse effective qui est sous fond mauve ici et qui est appelée K' là. Et
la loi de vitesse devient une loi de vitesse simple avec une seule variable qui est la concentration de A. Et ça, hein, c'est cette procédure qu'on revient donc à isoler la concentration de A, n'est-ce pas? Isoler le comportement de la réaction vis-à-vis de l'espèce A seulement. Pour cette raison, on appelle cette méthode d'isolation d'Ostwald. C'est appelé méthode de dilution aussi à cause du fait que ça correspond à diluer A dans B, B étant en excès. Voilà. Donc, ça revient et ça nous permet d'étudier le comportement du système réactionnel, de la vitesse de réaction, strictement en fonction de A et de A seulement. Alors, c'est ça le principe. Alors, ça c'est appliqué ici. Et à l'occasion, on va aussi apprendre comment les lois de vitesse simples d'ordre 1, d'ordre 2, etc. s'intègrent et comment un réactif se comporte, le réactif 1 ici, à l'occurrence, se comporte dans le temps. Si la loi de vitesse est de cet ordre-là, entre 1 ou 2, etc. Alors commençons avec une loi de vitesse d'ordre 1. Encore une fois, c'est dans la méthode d'isolation d'Ostwald avec B largement en excès qui fait que la concentration initiale de B, etc., tous les termes dépendant des autres concentrations peuvent être regroupés dans la constante que voici, dans la constante de vitesse K. Donc K ici peut dépendre de la concentration initiale de B élevée à une certaine puissance dans cet esprit-là. Mais pour l'heure, tout ce que ça nous prend, c'est de considérer cette constante comme telle et de voir comment cette équation de vitesse-là, lue comme une équation différentielle par rapport au temps pour la concentration de 1, s'intègre ou bien se résout pour nous donner la concentration de 1 explicitement comme une fonction du temps. Alors pour ce faire, inversons la concentration de A, faisons-la passer de ce côté et amenons aussi le facteur nu1, ou plutôt moins nu1, de l'autre côté, au second membre. On obtient ainsi au premier membre 1 sur la concentration de 1 fois dérivée de la concentration de 1 par rapport au temps et égal au second membre moins nu à k qui est une constante. Alors au premier membre, vous reconnaissez la dérivée du logarithme népérien de la concentration de A par rapport au temps, n'est-ce pas? 1 sur x, c'est dérivé de ln de x par rapport au... c'est dérivé de ln de x par rapport à x. N'est-ce pas? Donc, 1 sur concentration de 1 fois dA dt, c'est dérivé de la dérivé du logarithme népérien de la concentration de 1 par rapport au temps. On a une dérivée d'une fonction à intégrer. Alors quand on l'intègre, cette fonction-là, cette dérivée, de 0 jusqu'à un certain temps, on obtient évidemment la fonction évaluée aux bandes d'intégration. Mais cette fonction, c'est ln de la concentration de 1. Et donc on obtient, par intégration au premier membre, ln de la concentration de 1 au temps t, moins ln de la concentration de 1 au temps initial, à 0. Et ça fait donc ln de 1 au temps t, divisé par 1 au temps 0, concentration de 1 au temps 0, et de
l'autre côté, au premier membre de l'équation, hein, comme vous avez une constante, ça s'intègre. L'intégrale donne tout simplement cette constante fois delta t. Delta t ici, c'est le temps t courant moins le temps initial, 0, ce qui donne moins nu a kt. Alors, ça est strictement équivalent à la loi de vitesse initiale. N'est-ce pas? Ça représente la même chose que la loi de vitesse initiale. La loi de vitesse originale ici est la forme différentielle de la loi de vitesse. Ça, c'est la forme intégrale de la loi de vitesse. Ça dit la même chose, exactement la même chose. Ça dit que donc la concentration de A va décroître exponentiellement dans le temps, puisque ln de la concentration de A sur la concentration sur sa valeur initiale est égale à moins nu A kt. Deuxièmement, ça dit aussi que si l'on porte le log de la concentration de A en fonction du temps, on doit obtenir une droite, car ceci est l'équation d'une droite. Et ça, c'est la signature graphique d'une réaction d'ordre 1, qu'on peut utiliser expérimentalement pour décider qu'une réaction est d'ordre 1. Donc, à chaque fois que vous avez une réaction dans laquelle un réactif a sa concentration qui se comporte comme ça, que son logarithme porté en fonction du temps donne une droite, une belle droite de pente négative comme ça, eh bien vous pouvez conclure que la réaction est d'ordre 1. Et à partir de la pente de cette droite c'est quoi? C'est moins nu A K. Donc à partir de cette pente négative, vous pouvez tirer la valeur de K connaissant le coefficient stéchiométrique nu 1 bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est la signature graphique d'une réaction d'ordre 1. Il y a une autre signature d'une réaction d'ordre 1, et cette signature utilise un concept appelé temps de demi-réaction, ou bien temps de demi-vie, dans le cas d'une réaction d'ordre 1. Sinon, pour le cas général, vous allez voir que la notion de temps de demi-réaction reste valide. Alors, c'est quoi un temps de demi-réaction? Eh bien, c'est par définition un temps que l'on va désigner par cette notation-là. T indice 1 demi. Ça, ce n'est pas T 1 divisé par 2, là. Non. C'est T indice inférieur 1 demi, là. C'est ça? T indice 1 demi, que je vais dire tout simplement T 1 demi. T 1 demi est par définition ce temps-là, T, où la concentration instantanée vaut exactement la moitié de la concentration initiale de A. Ce qui fait que le rapport devient exactement 1,5 au temps T 1,5. Et vous avez donc ln de 1,5, c'est-à-dire moins ln de 2 est égal à moins nu à k fois T 1,5, d'où vous obtenez que ce temps de demi-réaction pour cette réaction d'ordre 1 prend une forme très simple, ln de 2 divisé par la constante de vitesse fois le coefficient stéchiométrique du réactif. Simplement. Et la chose à remarquer est que ce temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale de A. Donc, pour une concentration initiale de A de 10 mol par litre, vous avez le même temps de demi-réaction que pour une concentration initiale de A de, disons, 1 mol par litre ou bien 0,1 mol par litre. Donc, imaginons que vous partez la réaction avec une concentration de A de, par exemple, 10 mol par litre. Et au cours de la réaction, n'est-ce pas, la concentration de A va diminuer. Vous pouvez prendre la concentration de A à tout temps là, au cours de cette dynamique.
comme concentration initiale. À partir de ce temps-là, cette concentration va diminuer de moitié dans le même laps de temps que à partir de n'importe quel autre temps. Voilà, ça prend exactement le même laps de temps pour que la réaction avance de moitié. Hein? Dans le cas d'une réaction d'ordre 1. Et simple comme cela vous semble, hein, mais ça c'est très, c'est non trivial, parce que c'est vraiment la signature d'une réaction du premier ordre. Il n'y a que la réaction du premier ordre qui donne un temps de demi-réaction comme ça. On va le voir d'ailleurs sur maintenant là, hein, avec l'exemple de la réaction, d'une réaction d'ordre 2. Donc, revenons à la réaction de tantôt, mais cette fois-ci, supposons que l'ordre partiel par rapport à A est de 2. Encore une fois, dans l'esprit de la méthode d'isolation d'Ostwald, la constante de vitesse K ici avait inclus, on a inclus dans cette constante de vitesse K là, toutes les autres concentrations des autres espèces qui sont en excès. Donc B ici en excès par exemple, sa concentration initiale va apparaître là. Voilà. Alors, donc équation de vitesse sous forme différentielle. Encore une fois, on va atteindre une forme intégrale pour ça. Et pour ce faire, on va encore une fois commencer avec une manipulation, un réarrangement de cette loi de vitesse pour amener tout ce qui dépend de la concentration de A au premier membre. Ça veut dire que je vais diviser les deux membres de la réaction par le carré de la concentration de A pour donner moins 1 sur la concentration de A au carré fois des dérivés de la concentration de A par rapport au temps, et de l'autre côté j'ai, bon, alors le moins 1 j'ai gardé ici, donc c'est nu A que j'ai dois amener de l'autre côté, ça fait nu A car qui est constante encore une fois. Alors, ça peut vous sembler compliqué, mais en fait c'est pas compliqué là, parce que ici vous avez 1 sur A au carré, ou bien plutôt moins 1 sur A au carré. Ce n'est rien d'autre que la dérivée de 1 sur la concentration de A par rapport à la concentration de A. Dérivée de 1 sur X par rapport à X, donc dérivée de X à la moins 1, n'est-ce pas, par rapport à X est égal à moins 1 sur X au carré. Ou bien moins X au carré, moins 2, à la puissance moins 2. Voilà. C'est ça. Et c'est ça que l'on peut utiliser ici. Donc, moins 1 sur A au carré, ce n'est rien d'autre que la dérivée de la concentration de A. Je m'excuse. Ce n'est rien d'autre que la concentration de la dérivée, ce n'est rien d'autre que la dérivée de l'inverse de la concentration de A, n'est-ce pas, par rapport à A. Donc, tout ceci est exactement égal à la dérivée de l'inverse de la concentration de A, donc 1 sur la concentration de A, par rapport au temps t, égal à nu à k. Alors, comme on a une dérivée exacte d'une fonction dérivée de 1 sur concentration de A, vue qu'en fonction du temps, voilà, par rapport au temps, on peut intégrer, n'est-ce pas, pour obtenir tout simplement la fonction qui est 1 sur la concentration de A, évaluée aux bandes. Donc voilà, ça fait 1 sur la concentration de A à la bande supérieure, qui est le temps t courant, moins 1 sur la concentration de A au temps initial, qui est égal à 0, ici. Voilà, au premier membre. Au second membre, c'est tout simplement nu à k fois delta t qui est t moins 0. C'est donc
T, nu A, K, T. Le temps, pas la température. Voilà. Nu A, K, T. K étant la constante de vitesse. Alors, comme, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure pour le cas de la réaction du premier ordre, ceci là, représente la même chose que la loi de vitesse sous forme différentielle d'en haut ici. C'est sa forme intégrale, ça. Primo. C'est sa forme intégrale. Deuxièmement, ceci dit que porté graphiquement en fonction du temps, 1 sur la concentration de 1 va donner une droite. Parce que ça, c'est l'équation d'une droite, ça. N'est-ce pas? 1 sur la concentration de 1 est égal à 1 sur la concentration initiale de 1 plus nu à kt. Donc, c'est vraiment l'équation d'une droite, là, de pente positive. Alors, donc, ce graphique-là, obtenu en portant 1 sur la concentration de 1 en fonction du temps, et qui donne une belle droite comme ça, est la signature graphique d'une loi de vitesse d'ordre 2, d'une réaction d'ordre 2. Donc, à chaque fois que l'on voit un graphique comme ça, avec 1 sur la concentration de 1 portée en fonction de t, qui donne une droite, on peut conclure que la réaction est d'ordre 2. Qu'en est-il du temps de demi-réaction? Encore une fois, par définition, le temps de demi-réaction est le temps où la concentration de A est égale à la moitié de sa valeur initiale à 0. Donc, substituons pour ça la concentration initiale de A divisé par 2. Le 2 va en haut, 2 moins 1, ça fait 1, ça fait donc 1 sur la concentration initiale de A, là tout ça, n'est-ce pas, égale à nu à k T1 demi. Cela nous donne donc que T1 demi, temps de demi-réaction, pour une réaction d'ordre 2, c'est donné par 1 sur la concentration de A0, qui est au second premier membre, multiplié au dénominateur toujours par nu à k. Alors cette fois-ci, vous voyez, la concentration T1, le temps de demi-réaction n'est pas indépendant de la concentration initiale de 1. Ça varie en proportion inverse de la concentration initiale de 1. C'est-à-dire que plus la concentration initiale de 1 est grande, plus le temps de demi-réaction est petit. Plus la concentration initiale de 1 est faible, est petite, plus le temps de demi-réaction est long. Voilà. Donc, au fur et à mesure que la réaction avance, le temps que ça prend pour que ça avance encore de moitié va s'allonger de plus en plus. Parce que T1 demi est inversement proportionnel à la concentration initiale de 1. Et ça constitue aussi une signature de la loi de vitesse d'ordre 2, d'une réaction d'ordre 2. Considérons maintenant, pour généraliser tout ça, une loi de vitesse d'ordre n quelconque supérieur à 2, toujours entier pour simplifier les choses. Par exemple, n égale à 3, n égale à 4, pour des réactions non élémentaires, ces ordres sont tout à fait possibles, n'est-ce pas? Voilà, n égale à 3, n égale à 4. Pour une réaction élémentaire, n égale à 3 peut encore se trouver, mais n égale à 4, dénotant une collision de 4 molécules à la fois, c'est très rare.
Mais pour des réactions non élémentaires, n est égal à 4 est possible. Même n égale à 5, etc. Donc, n est quelconque ici est supérieur à 2. Alors, l'équation de vitesse, encore une fois, hein, réduite pour qu'un, ou bien effective, ou bien apparente, pour que l'espèce A, dans la méthode d'isolation d'Oswald avec constante de vitesse K ici, qui est une constante de vitesse effective, apparente, qui englobe toutes les concentrations des espèces en excès dedans là. Alors, cette équation de vitesse, forme différentielle, se réarrange encore une fois par le même principe que tout à l'heure pour donner ceci. Moins 1 sur la concentration de A à la n, fois dérivée de la concentration de A par rapport au temps est égal à mu à K. Alors, moins 1 sur la concentration de A à la n, c'est-à-dire moins concentration de A à la puissance moins n fois dA dt, c'est exactement ce que j'ai là, c'est égal à cette dérivée-là de la concentration de A à la puissance moins n-1 par rapport au temps, et le tout divisé par n-1 ici. Ça. Alors, donc, on peut utiliser cette relation pour remplacer ça là, par une dérivée simple, une dérivée d'une fonction du temps, une dérivée par rapport au temps, une dérivée exacte, et qui nous permettrait d'intégrer sans difficulté pour donner au premier membre la fonction qui est 1 sur la concentration de 1 à la puissance n-1, voilà, hein, au temps t, moins la même chose au temps t égale à 0. C'est cette fonction-là. C'est ça? Égale à, de l'autre côté, j'ai n-1 qui va monter en haut, n-1 fois nu à k fois t, t moins 0. Alors, de là, vous pouvez déduire que la signature graphique d'une réaction d'ordre 3, par exemple, serait un graphique de 1 sur la concentration de A au carré versus le temps qui donne une droite. N'est-ce pas? La signature graphique d'une réaction d'ordre 4, c'est le graphique de 1 sur A à la 3, concentration de A au cube, inversée, qui, portée en fonction du temps, donne une droite. Et ça indique que vous avez là une réaction d'ordre 4. Voilà, c'est ça. Donc, 1 sur la concentration de A à la puissance n-1, n égale à 3 par exemple, ça fait une concentration de A au carré par exemple, d'accord, qui est portée en fonction du temps, est une droite de pente positive. Alors, ça vous permettrait de dire que la réaction est de cet ordre n-là. Pour ce qui est du temps de demi-réaction, par le même raisonnement que tout à l'heure, on trouve sans difficulté que le temps de demi-réaction, le T1,5 dans ce cas-ci, varie en proportion inverse de la concentration initiale de A élevée à la puissance n-1. Donc pour n égale à 3 par exemple, le T1,5 va varier en proportion inverse de la concentration initiale de A au carré. Donc, ce temps de demi-réaction s'allonge bien plus vite que pour une réaction d'ordre 2, quand la réaction avance, quand les concentrations
de la concentration de 1 diminue. N'est-ce pas? Voilà.